Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous êtes réveillés du bon pied ce matin. Comment vous allez? Salut Bidibule, salut Mitsu, je vais jamais y arriver. Mitsu Isaka, voilà. Salut Kylian, avec un peu d'entraînement ça va rentrer, hein. Salut Benzen, salut GK, salut Yves, salut Originally Strange, salut Melmox, salut Elpodor, salut Dwayne, salut Go, GG Max BE, salut Antoine. Vous êtes déjà nombreux là ce matin, je vois que vous êtes très très chaud. Alors je préfère prévenir d'emblée, ça sera un mug dédié à la keynote Apple qui s'est déroulée évidemment hier soir. Je ne sais pas si vous l'avez suivi en live, mais en tout cas Nowtech l'a suivi. Il y avait également Brandon the Proctor qui était en live avec Jérôme et Guillaume hier soir pour débriefer après justement la keynote. Donc pour ceux qui l'ont déjà vu, voilà, vous êtes prévenus. On va parler de ça ce matin. Donc si ça vous intéresse pas, c'est peut-être pas la peine de regarder le mug ce matin. Si vous détestez Apple, ne vous faites pas du mal non plus. Mais évidemment, on va traiter de l'actualité. Et donc comme il y a pas mal de petites annonces, c'est pour ça que je vais dédier ce mug à Apple. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, j'en profite pour faire un petit peu de pub, c'est normal. Si vous n'avez pas eu l'opportunité de suivre du coup l'after keynote, hein, le débrief justement par Guillaume, Jérôme et Brandon, et que ça vous intéresse, on a fait un petit montage de 12 minutes environ, hyper dynamique, ça se regarde bien, pour résumer justement toutes les annonces. Donc vous pouvez le regarder dès maintenant, c'est disponible sur la chaîne Nowtech. Voilà, donc ça c'est dit, je le rappellerai évidemment à la fin du mug. Très bon ce trio d'ailleurs, d'accord. Bah, contente en tout cas que ça vous ait plu. C'est bien à 3, je trouve qu'il y a un bon dynamisme aussi, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. J'ai eu une pub à Apple juste avant, en plus ça tombe bien. Bah tu vois, contexte distinct, tu vois. Bien joué, bravo à Guillaume pour le montage. Et oui, il a tenu bon Guillaume pour vous livrer le contenu tout frais pour votre petit déjeuner. Voilà, donc du coup, bah écoutez, sans plus tarder, je vous propose d'enchaîner avec les news Apple. Alors hier, il y a eu pas mal d'annonces. J'étais honnêtement assez étonnée. C'était une keynote qui a pas été très longue, hein. Maintenant ils nous habituent justement avec ces keynotes pas en direct mais enregistrées au préalable. Ils nous habituent justement à des keynotes avec des formats un peu plus courts qui se résument à 1 heure. Donc c'était pile poil. Ça a commencé à 19h, ça a terminé pile poil à 20h, chronométré. On sent hein, que la présentation, Apple ils maîtrisent, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils ont une variété de présentateurs qui permet de montrer de la diversité des employés d'Apple, hein. Ça sert aussi à montrer ça, donc ça c'est intéressant. Mais ils maîtrisent de bout en bout le scénario justement et la présentation comme ça à distance et montée. Ils alternent avec des interventions de personnes. Alors évidemment, on va retrouver Tim Cook, mais ils vont aussi faire évidemment parler des employés d'Apple. Ils vont alterner avec des vidéos promotionnelles extrêmement bien léchées comme à leur habitude, pardon. Mais voilà, il faut dire qu'ils maîtrisent de bout en bout. Et bravo à Marion qui a aussi veillé tard pour avoir les infos ce matin. Non, je vais pas veiller tard, ça s'est terminé à 20h. C'est quoi ce délire? La keynote s'est terminée à 20h. C'était pas tard. Non, moi j'étais tranquille, hein, tranquille dans mon coin. J'étais dans mon salon à regarder la keynote, voilà. Ensuite à lire un petit peu les articles pour avoir différents points de vue sur les news, donc tout simplement. Guillaume a dû y aller sur le Kawa cette nuit, ouais, exactement, JPG au kilomètre. Exactement. Mais c'est tard pour toi, non? Alors oui, je suis une couche tôt, mais il faut pas exagérer quand même. 20h, ça reste gérable, quoi. Manque juste le flipboard pour la préparation du sommaire. Oui, j'ai encore oublié. Toutes mes excuses, Samuel, il va falloir que je me rappelle toutes mes excuses.
Donc voilà, donc on va commencer par parler. Donc il y a eu des annonces à la fois hardware, mais également software. Je vous propose de commencer un petit peu dans l'ordre de la keynote. On va parler un petit peu de l'application podcast. Et oui, donc ça fait des années que les podcasts existent, même je dirais plus de 10 ans aujourd'hui. Et donc c'est en 2021 que Apple va faire un gros travail sur leur application podcast. Et quand je dis gros travail, c'est non seulement en termes d'expérience, mais également en termes de monétisation des podcasts, puisqu'ils ont mis en place justement un programme, une plateforme. Alors attendez que je retrouve un petit peu le... En gros, ils vont déployer les abonnements disponibles sur leur application podcast. Donc le prix d'un abonnement pourra commencer à 49 centimes par mois aux États-Unis et voilà, ça va commencer dès le mois prochain en mai, ça sera déjà disponible. A priori, Apple va garder 30% de chaque souscription abonnement qui sera voilà, faite par les utilisateurs et ça sera uniquement sur la première année. Ensuite, Apple va faire comme pour les apps, a priori, baisser leur comment dire, pas leur marge, mais je vais pas trouver le mot. L'argent qu'ils prennent des créateurs, ça passe de 30% à 15% pour chaque abonnement. Ils ont exactement la même logique que les applications. Mais en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que pour justement rentrer dans ce programme d'abonnement, il y aura des frais du côté des créateurs également qui s'élèveront à 19,99$, il me semble, de mémoire. Je regarde mon autre article parce qu'évidemment, j'ai pas toutes les infos au même endroit. Hop, je vous retrouve ça. Ça sera voilà, à 19,99$ par an pour justement avoir accès à l'Apple Podcaster Programme, donc qui inclut tous les outils dont les créateurs ont besoin pour justement offrir des abonnements premium, voilà, et qui sera disponible à travers 170 pays. Donc voilà, là, on sent qu'Apple a misé fort sur les podcasts et sur le contenu. Je pense qu'il y a une vraie opportunité parce qu'aujourd'hui, sur les autres plateformes, il n'y a pas de logique de monétisation dessus. Alors, je me trompe peut-être, mais de ce que j'ai vu, a priori, il n'y a pas. Alors peut-être du côté de Spotify, c'est possible, puisque Spotify avait déjà un modèle en place lié à la musique, donc ça serait potentiellement possible qu'ils soient capables de rémunérer également les créateurs de podcasts, mais je ne sais pas en effet pour les autres services. Voilà. En tout cas, je pense que c'était assez inévitable qu'Apple se lance dans la bataille concernant les podcasts et qui permettent justement enfin aux créateurs de pouvoir monétiser. Mauvaise idée parce que Patreon le fait très bien et les podcasts seront toujours sur toutes les plateformes. Alors je suis totalement pas d'accord avec toi, Taco Mobile. Pourquoi Patreon va prendre des risques, ou en tout cas, pourquoi il y a vraiment un intérêt à monétiser directement là où tu écoutes, c'est que on sait très bien que la majorité des personnes ne feront jamais l'effort de sortir de l'application podcast pour ensuite visiter un site internet ou télécharger l'application Patreon pour trouver le créateur qui les intéresse et soutenir les créateurs. Alors, je sais que vous êtes engagé dans la chatroom, vous soutenez des créateurs, vous nous regardez ce matin et évidemment, on vous remercie, mais plus c'est facile de soutenir et plus c'est proche du contenu de pouvoir soutenir en un clic sans quitter le programme que vous êtes en train d'écouter, plus il y a de chances que justement il y ait une bonne conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui regardent et soutiennent va augmenter. Donc c'est ça vraiment l'intérêt. Donc non, Patreon n'est pas idéal du tout. Et d'où l'intérêt vraiment que justement Apple sorte ce genre de choses. Et du coup, vous allez pouvoir monétiser directement à l'écoute. Donc comme c'est ce que je vous disais, hein, l'intérêt de pouvoir le faire directement sur Apple Podcast ou directement sur Spotify. C'est ça vraiment l'intérêt. Ça existe déjà en exclu, déjà les exclus Spotify, Apple devait faire quelque chose. Alors FRJS, ce qui est intéressant ici, c'est que, alors oui, il y aura peut-être des exclus Apple, mais en tout cas, Apple ne demande pas aux créateurs de créer des shows exclusifs à Apple, c'est-à-dire de uniquement les mettre à disposition dessus. Il y aura peut-être du contenu bonus exclusif, mais ce sera le créateur qui gérera comme il le souhaite. Donc ça, c'est assez intéressant. Qu'est-ce que je vous ai pas dit sur les podcasts Je regarde.
voilà, donc je regarde pour être sûre que je vous ai pas, que j'ai pas raté quelque chose. Donc oui, évidemment, il y aura un impact du côté de Patreon, sûrement, mais surtout, je pense que ça va faciliter la monétisation et les revenus pour les créateurs, et je pense que c'est vraiment ça l'enjeu. Et autant vous dire qu'en faisant partie des créateurs, on a longtemps critiqué et pas compris pourquoi Apple ne permettait pas justement de monétiser la création de contenu au niveau des podcasts. Voilà, donc là, je vous ai tout dit sur cet article. Est-ce que là, j'ai oublié des choses? Alors oui, à travers le plan de partage familial que vous savez qui est disponible avec justement l'App Store, vous pourrez avoir jusqu'à 6 personnes des membres de la famille qui pourront justement profiter de l'abonnement. Donc pas besoin de payer x6, vous pourrez payer un abonnement unique pour consommer le podcast auquel vous serez abonné et en faire profiter tous les membres de votre famille. Donc ça, encore une fois, on a une bonne cohérence en termes de stratégie ici, de services et de produits. Donc le prix de chaque abonnement sera défini par les créateurs eux-mêmes, heureusement, et sera facturé chaque mois par défaut. Alors les créateurs pourront évidemment proposer de facturer annuellement s'ils le souhaitent, et de laisser la possibilité aux utilisateurs de choisir. Mais voilà. Ça sera disponible pour gérer vos abonnements au niveau des podcasts, ça sera disponible au niveau de votre compte Apple, de la même manière que les autres types d'abonnements, a priori, qu'on a aujourd'hui. Vous savez, quand vous allez dans l'App Store, que vous avez accès à votre compte Apple, vous pouvez voir la liste de vos abonnements, vous pourrez les retrouver au même endroit, a priori. Donc là, encore une fois, ça sera facile, vous aurez un endroit unique pour gérer vos abonnements, a priori. Donc ça, c'est plutôt bien vu également. À savoir aussi, ça sera intéressant, il y aura la possibilité pour les créateurs de contenu de faire des essais gratuits, des périodes d'essais gratuits pour profiter et faire découvrir le contenu gratuitement. Il y aura également la possibilité d'offrir des épisodes gratuitement. Donc, juste pour, c'est différentes techniques en fait pour attirer et convertir un utilisateur qui écoute gratuitement vers un utilisateur payant. Donc là, vous avez soit le temps d'essai, la période d'essai gratuite, soit des épisodes qui seront accessibles gratuitement. Je ne sais pas si on pourra combiner les deux, il faut voir, mais en tout cas, c'est assez intéressant. On sent en tout cas qu'Apple a pensé vraiment du côté aussi créateur. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et donc du coup, quand je vous disais, ils ont pensé du côté, l'expérience du côté créateur, justement, à partir d'aujourd'hui, les créateurs peuvent accéder justement à l'Apple Podcast Connect dashboard. Donc c'est un tableau de bord vraiment dédié aux créateurs, qui a donc de nouvelles fonctionnalités qui permettra de facilement gérer du coup les podcasts Apple, qui va pouvoir permettre d'éditer les métadonnées, planifier et gérer la disponibilité des épisodes, organiser les épisodes en chaîne, s'il y a plusieurs types de shows, etc. Pouvoir gérer aussi les droits et les rôles de plusieurs utilisateurs qui gèrent le contenu potentiellement, et avoir également des informations sur la manière dont les utilisateurs écoutent et engagent avec les épisodes à travers justement des outils de visualisation de données, de performance, etc. Justement, via cet Apple Podcast Connect, les créateurs pourront également rentrer dans le fameux programme Apple Podcaster Programme. Donc c'est le programme dont je vous parlais, dont il faudra donc débourser $19,99 pour pouvoir en faire partie et avoir l'option de monétiser ces shows. Et c'est là où il y aura tous les outils justement pour construire et distribuer tous ces abonnements premium. Voilà, donc ça a l'air en tout cas assez intéressant. Moi, j'aimerais bien être une petite souris pour voir justement les outils, car ça a l'air assez bien foutu. En tout cas, à voir. Est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui à soutenir directement dans Apple Podcasts des podcasts que vous écoutez et que vous ne soutenez pas encore aujourd'hui? Parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'on ne peut pas forcément se permettre de soutenir tous les contenus et tous les créateurs qu'on regarde.
C'est clair, ils donnent enfin des outils, une plateforme et un écosystème. Et pour 30% puis 15%, c'est pas si mal. Ouais. Ouais, en fait, a priori, il y a vraiment deux business models. Il y a à la fois la monétisation des outils mis à disposition des créateurs qui vont leur permettre du coup de travailler et de construire une stratégie de monétisation des shows. Voilà, donc ça c'est intéressant, cette plateforme, donner vraiment l'accès à ce programme. Et puis ensuite, il y a la marge qui vont se faire sur l'abonnement, enfin chaque abonnement que les utilisateurs auront souscrit. Il faut aider les créateurs indépendants, ouais. Ouais, vous avez l'air d'être pas mal et dire oui, oui. Il y en a qui disent non. N'hésitez pas à dire pourquoi, ça m'intéresse de savoir pourquoi. Non, j'utilise plus Apple Podcast, c'était bien trop en retard comme lecteur. Et est-ce que tu serais pas tenté justement pour y revenir parce que a priori l'application podcast va être quand même bien poussée quoi. Moi je serais assez curieuse, hein. Je pense que je vais aller me balader parce que j'utilise pas non plus Apple Podcast, j'utilise je l'utilise tellement automatiquement que je me souviens plus du nom de l'application. J'utilise Overcast aujourd'hui. Qui est assez basique mais fonctionne très bien, pas de fioritures, etc. Mais je pense que je vais aller jeter un coup d'œil du côté de la nouvelle application podcast pour le coup. Pour que cela soit ok, il faudra une application sous Android. Eh ouais, Hypomony, c'est toujours le problème, ouais. Ça va être compliqué pour Patreon. Je pense que c'est un coup dur pour Patreon, clairement. Quand on voit que Spotify et Apple, évidemment, renforcent les stratégies de mise à disposition des podcasts et leur monétisation, comme je vous le disais, c'est incontournable. Je veux dire, il y a beaucoup plus de chances qu'une personne qui écoute dans Spotify ou Apple Podcast, ça facilite évidemment le soutien, de pouvoir soutenir en un clic. De la même manière que vous le voyez là dans Twitch, hein, c'est la même logique. Vous n'avez pas besoin de quitter la plateforme pour aller nous soutenir. Vous pouvez nous soutenir directement sur Twitch. Et ça, en fait, c'est évidemment très, très efficace. Donc, je serais assez curieuse justement d'avoir accès aux données de Patreon pour voir l'impact dans les mois à venir sur évidemment leurs revenus. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que il y a des créateurs qui ont une stratégie de contenu un peu plus globale, qui vont avoir différents créneaux et différents flux de monétisation. Donc c'est pas parce que ils monétisent sur Apple ou Spotify en fonction de la mise à disposition de leur contenu qu'ils ne vont pas garder leur Patreon. Mais clairement, ça va diviser les flux et ça sera plus concentré uniquement potentiellement sur Patreon, mais ça sera divisé sur chaque plateforme qui met à disposition le contenu, qui va essayer de se récupérer une part du gâteau, quoi. Team Podcast Addict en termes d'application. Oui, c'est très bien aussi Podcast Addict, ouais. C'est vrai, c'est vrai. J'aimerais une solution d'abonnement de podcast Apple qui soit aussi simple que celle que Prime et Twitch ont mis en œuvre. Je pense, Pierre36, je pense que ça sera très très simple. Alors, l'avantage de Twitch et de Prime, c'est que quand vous êtes abonné Prime, vous pouvez avoir un abonnement gratuit, entre guillemets, qui est inclus dans votre abonnement Prime. Donc, évidemment, ça facilite, vous n'avez rien à débourser. Mais l'avantage avec Apple, c'est que généralement, quand vous êtes sur l'écosystème Apple, vous avez une carte, ou en tout cas des données bancaires qui sont liées pour pouvoir acheter des applications. Et là, ça sera aussi facile qu'acheter une application. C'est exactement le même principe. Voilà, donc vous avez déjà vu aussi des applications qui proposent des abonnements. Ça sera le même principe pour les abonnements podcast. Donc ça sera extrêmement facile, extrêmement bien intégré. Mais là où c'est encore, je dirais, mieux intégré potentiellement sur Spotify, c'est qu'en fait, tu t'abonnes à Spotify et tu bénéficies du catalogue. Donc, tu n'as pas besoin de cliquer m'abonner et valider le paiement à chaque fois. Alors que sur Apple Podcast, il y aura quand même cette barrière à chaque fois. Donc voilà.
Je trouvais ça vraiment intéressant qu'on passe un peu de temps pour parler de justement cette mise à jour des podcasts. Ça serait intéressant à suivre, à voir s'ils communiqueront pardon, dans le futur sur les chiffres et le nombre d'utilisateurs qui écoutent et potentiellement le chiffre d'affaires généré par podcast comme ils le font avec l'App Store, hein, à voir. Je vous propose d'enchaîner et on va enchaîner juste rapidement sur cette news parce que ça ne nous concerne pas vraiment en France. Ils ont parlé de l'Apple Card, vous savez cette carte bancaire disponible et mise à disposition par Apple. Donc qu'est-ce qui est intéressant, mais je vous rassure, on ne va pas en parler très longtemps, c'est que tout simplement, ils ont lancé une Apple Card Family qui va se lancer donc uniquement aux États-Unis à partir du mois de mai et qui va pouvoir permettre justement d'avoir une carte commune et qui va joindre justement le crédit de votre partenaire ou de vos époux, épouses, voilà tout simplement, et qui va également donner accès aux membres de la famille au-dessus de 13 ans pour pouvoir utiliser cette Apple Card. Donc ça, pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que le mois dernier, Apple et justement leurs partenaires sur cette carte bancaire Goldman Sachs ont été justement lavés de tout ce qui était biais de genre lié au score déterminé sur l'Apple Card. Alors pourquoi on parle de ça? Tout simplement, aux États-Unis, vous avez un score, chaque personne a un score qui est lié à la manière dont ils gèrent leur crédit. Alors est-ce qu'ils ont des crédits? C'est encouragé aux États-Unis, il faut être capable de contracter des crédits et de pouvoir rembourser en temps et en heure les crédits pour être un bon consommateur entre guillemets. Et donc il y a un score qui vous est attribué en fonction de vos performances de consommateur et de remboursement de crédit. Et ce qui apparaît aussi, c'est que quand il y a des cartes qui sont communes avec des comptes communs, et ben en fait il y a quand même des scores, même si l'argent et les revenus sont déclarés ensemble pour les deux partenaires et ils utilisent tous les deux la carte, et ben en fait les deux partenaires n'ont pas les mêmes droits d'utilisation et de capacité de paiement, d'emprunt, etc. et de crédit parce que les scores sont gardés individuels et pas mergés, ce qui crée un déséquilibre de droits au sein du couple évidemment, et donc qui va discriminer certaines personnes et donc du coup qui va pas donner les mêmes capacités d'achat et de consommation aux deux partenaires. Et donc du coup justement Apple a fait l'annonce justement de cette carte qui va merger justement le score de crédit et le crédit des deux personnes. Donc ça c'est intéressant puisque le timing est bien aligné avec ce qui s'est passé au niveau de l'affaire justement où ils avaient été attaqués, ou en tout cas il y avait une enquête sur potentiellement la manière dont ils mettaient en place leur score de crédit. Voilà, donc pas plus de news, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est intéressant que Apple s'attaque à une industrie qui a du mal à bouger, qui est le secteur bancaire. Et aujourd'hui, il se limite aux États-Unis, mais à voir dans l'avenir s'il s'ouvre à autre chose. Je lis un petit peu vos commentaires. Ça fait 3 ans, non? Ou 2 ans, je sais plus, l'Apple Card. Oui, c'est sorti il y a je dirais au moins 2 ans. Au moins 2 ans, mais potentiellement 3 ans, ouais. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment cette carte famille qui est faite justement pour le partage et l'utilisation conjointe. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. On enchaîne et on termine avec les toutes petites news. Avec cette news-là, c'est l'arrivée d'un nouveau coloris pour l'iPhone 12. Alors vous l'avez peut-être vu, mais pour ceux qui l'ont pas vu, je vais quand même vous le montrer. C'est évidemment la couleur purple. Voilà. Donc est-ce que vous allez aimer cette couleur? Je vous le montre à l'écran. Voilà, donc on a un vrai purple qui est parfaitement aligné avec la couleur Twitch et l'éclairage. Vous voyez du mug ce matin, vous voyez comment on travaille sur le détail de la mise en scène du mug ce matin. On a le rappel de la couleur, le mug avec le petit orange en bas, et puis on a du violet qui va rappeler l'iPhone 12, la nouvelle couleur. Non, je divague complètement.
Le violet est plutôt en référence à Twitch qu'à la couleur de l'iPhone. Je vous assure qu'on n'avait pas l'info avant que ça fuite, enfin avant que ça soit annoncé, mais voilà. Euh, Ah, pas mal de succès là. Je vois dans la chatroom sur la couleur purple. Ah, il y en a qui nous disent le bleu Pacifique. Il était très beau le bleu Pacifique, Alex Star. Je suis d'accord avec toi. Très bon choix. Trop beau. C'est le mérite d'être original. Il est trop beau. Prince aime ça. Oui, tu m'étonnes. Euh, Sujet purple. Sympa comme tout. Moi non, mais ma femme oui. Magnifique pour les fans de Prince. Très beau purple. Il est magnifique. Bah, beau succès en tout cas du purple. Moi, je veux un iMac orange. On va y venir, Hippomony. Ils sont trop beaux aussi, les iMac. Euh, Trop féminin, je trouve. Ouais, après, Dark Amin, je suis d'accord avec toi. Les couleurs peuvent avoir des connotations qui sont associées à des genres. Voilà, le rose est souvent associé aux filles, le bleu est souvent associé aux garçons. Mais bon, en même temps, je pense qu'on peut s'affranchir un petit peu de ça. Mais après, c'est les goûts et les couleurs, c'est chacun qui choisit. Et c'est pour ça qu'il y a du choix, hein, qui propose ce choix-là. Pour que chacun puisse retrouver et se retrouver. Voilà. Les gens qui disent que c'est pour une femme, les couleurs ont un genre maintenant. Gukivalea, c'est la perception. Il y a à la fois la perception de la société. Si tu regardes par exemple la couleur des jouets pour les enfants, tu verras qu'il y a des codes, malheureusement, j'ai envie de te dire, il y a des codes qui sont associés à des genres. Je pense qu'après, il faut justement faire un effort pour se détacher de ça, mais en effet, il y a la société qui façonne aussi cet aspect-là. Mais après, chacun choisit, hein. Que vous soyez un homme, une femme, etc., vous pouvez choisir les couleurs que vous souhaitez. Mais après, je peux comprendre, en effet, que vous ayez cette impression-là. Ok, donc voilà, on termine en tout cas sur le mauve. Après commander en mauve dès le 23 avril à 14 h. Merci pour l'info, Alex Star. En effet, c'est vrai que je n'avais pas parlé de la précommande, mais il sera bientôt disponible. Voilà pour le Purple. Et on commence sur la première annonce de produit. Alors bon, mis à part l'iPhone 12 mauve, première annonce de produit qui arrive enfin. On parlait d'Arlésienne hier avec Jérôme et ses AirTags dont on entend parler depuis plus d'un an maintenant. Bah ça y est, ils sont sortis. Ils ont été présentés. Donc, qu'est-ce que c'est les AirTags? Bah, tout simplement, c'est un petit objet qui est tout fin, tout petit, qui est rond, voilà, et que vous pouvez accrocher à un autre objet que vous ne souhaitez pas perdre, que vous souhaitez conserver. Par exemple, vos clés. Votre carte bancaire, votre télécommande, etc., votre doudou, votre sac, vos bagages, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment un petit objet rond. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous voyez un petit peu l'échelle quand c'est maintenu à travers deux doigts, c'est relativement petit. Le format est plutôt bien pensé, hein, c'est assez classique, il n'y a pas non plus de fioritures là-dessus, mais ça fonctionne très bien. Ça sera commercialisé à la mi-mai 2021. Il coûte 35 € à l'unité et 119 € pour le pack de 4. Très malin de faire un prix en pack, puisque généralement, il y a quand même plusieurs objets qu'on risque de perdre. Moi, je sais en tout cas que ça me donne très envie de l'avoir, ne serait-ce qu'en porte-clés. Pourquoi en porte-clés? Parce qu'évidemment, avec la sortie du AirTag, qui est ce petit objet que vous pouvez mettre sur un objet que vous ne souhaitez pas perdre, bah, il faut avoir un système d'accroche. Et donc, en système d'accroche, évidemment, c'est encore la porte ouverte un univers d'accessoires qui va être du coup disponible, que je vais vous montrer, je crois. Mince, j'ai pas l'article. J'ai perdu mon article où je voulais vous montrer les visuels d'accessoires. Je vais vous trouver ça rapidement. Hop. Il y a déjà pas mal d'accessoires qui sont disponibles.
Voilà, bon, bah, je vais vous... Ouais, mais là, il n'y en a qu'un. Bon, je vais vous montrer les photos une à une. Non, je ne vais pas y arriver. Hop. Pourquoi je ne peux pas avoir la photo en grand? Bon. Désolée, c'est pas optimal, mais voilà, vous avez ça, hop, qui est clipsé. Vous avez voilà, ce genre d'accessoire aussi, que vous pouvez accrocher du coup à un sac, à un porte-clés. Vous avez aussi ce genre-là, encore une fois adapté à un porte-clés. Et alors attendez, je vais vous montrer quand même, voilà, c'était ceux-là que je voulais vous montrer. Et vous avez également une collaboration avec Hermès, vous savez, le créateur français qui avait déjà eu collaboré pas mal avec Apple concernant les bracelets justement de l'Apple Watch. Et ben la rebelote, jolie collaboration d'Hermès pour avoir différents formats du coup de petits clips pour l'Apple AirTag. Alors évidemment, ça sera cher. C'est Hermès, donc ce n'est pas pour tout le monde, mais qui dit Hermès, collaboration avec Hermès, se dit que d'autres marques vont du coup appliquer les mêmes principes de petits accessoires à des prix plus abordables. Ce n'est qu'une question de temps, j'en ai vu déjà beaucoup qui sont sortis. Là vous voyez par exemple un autre exemple, et ça qui sera accessible, c'est notamment la marque Belkin, qui va vous permettre également de pouvoir avoir votre petit AirTag. Donc moi, autant vous dire que je suis complètement emballée sur le principe de l'AirTag. Alors pourquoi je suis emballée sur l'AirTag? On va peut-être en parler un peu plus précisément. De comment ça fonctionne. Alors attendez, j'ai pas le fonctionnement qui est détaillé là, mais en gros ça fonctionne avec donc une puce U1 qui est présente dans les iPhones et qui va pouvoir vous permettre justement de vous guider sur les derniers mètres. Donc à la fois ça va fonctionner avec l'application Find My, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, Find My, ou j'ai un doute. Je sais même pas si j'ai l'app. Ou l'application localisée en français. Hein. Et il y aura un onglet qui sera dédié justement aux objets qui auront les AirTags et vous pourrez les retrouver. Ça va donc utiliser toute la batterie d'appareils Apple qui va pouvoir du coup envoyer des signaux quand ils sont à proximité d'un AirTag pour le localiser en temps réel. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que quand en plus vous le perdez, vous pouvez suivre la position de votre AirTag et donc de votre objet en temps réel. C'est pas uniquement la dernière position connue, c'est en temps réel. Et ça va se reposer sur donc tout le maillage des appareils Apple. Mais ça va également pouvoir se reposer sur les appareils compatibles NFC. Donc également aussi les appareils Android. C'est-à-dire que si avec un smartphone par exemple Android vous trouvez un AirTag, vous allez pouvoir le scanner et avoir une petite notification qui va apparaître et qui va vous donner un lien vers un navigateur web en vous donnant les informations de contact pour contacter le propriétaire de l'AirTag. Donc là, encore une fois, c'est très très intelligent aussi de la part d'Apple. Mais en tout cas, le maillage des appareils iOS va être assez redoutable. Alors peut-être pas dans toutes les parties du monde, mais ça sera plus redoutable en tout cas que le compétiteur qui est Tile et qui repose uniquement sur les personnes qui ont acheté un objet Tile. Donc là, c'est assez intéressant. Et donc du coup, vous allez pouvoir être guidé et donc identifier la position. Et puis sur les derniers mètres, ce qui est souvent difficile quand vous avez fait glisser par exemple un objet ou des clés dans l'interstice du canapé ou sous un meuble, etc., c'est pas toujours évident de le trouver. Et donc du coup, justement pour vous guider sur les derniers mètres, vraiment à proximité, ils vont vraiment utiliser cette puce U1 qui va pouvoir vous guider avec vraiment précision. Là, voilà, j'ai une petite photo pour vous montrer qui va pouvoir vous guider avec précision pour rejoindre et trouver votre AirTag. Ici. Donc ça, c'est assez précis. Et donc, en plus de vous guider visuellement, vous allez également pouvoir générer un son
évidemment avec cet AirTag, hein, exactement de la même manière de ce qu'on peut trouver chez Tile, évidemment. Alors pour quelle durée de vie, autonomie en énergie? Alors c'est un fonctionnement de pile, pile de montre, hein, et donc ça va durer 1 an. Vous pourrez la remplacer, après, mais voilà, en tout cas, la durée de vie d'un AirTag est plutôt, évoquée à 1 an et vous pourrez la changer, à terme. Assez malin, même si on avait tous envie de pas avoir forcément un fonctionnement sur pile, bah, en fait, le principe de la pile, c'est que ça permet aussi de durer plus longtemps et de pas avoir à penser à le charger. C'est typiquement le genre d'objet que vous oubliez, en fait. Donc en fait, c'est vraiment logique. Tant qu'on n'a pas une batterie qui pourra fonctionner sur une durée aussi longue qu'1 an, ça vaut pas vraiment le coup de passer sur une batterie qui se recharge, en fait. Parce que juste, vous n'allez pas y penser. Il résiste également aux éclaboussures, tout à fait. Il est IP67, donc ça résistera aux éclaboussures, à la pluie, etc. Donc vous pouvez les utiliser au quotidien. Donc voilà, donc ça va vraiment fonctionner avec l'application Find My, qui a été refaite depuis iOS 13, hein. Elle permet donc de géolocaliser les objets, des objets ou des amis. Alors évidemment, côté traçage, Apple a vraiment mis l'accent sur le fait que c'est des objets que l'on souhaite tracer et pas des personnes. Donc attention à pas accrocher un AirTag à votre enfant, par exemple. Voilà. Mais qu'est-ce que je peux vous dire de plus qu'on n'a pas abordé? Donc c'est bien la position réelle qui sera indiquée. Voilà, on a parlé de la puce U1 qui est hyper intéressante, ça c'est vraiment le gros avantage. Il y aura une nouvelle version de l'application Find My qui a été annoncée pour le 20 avril 2021, qui va du coup sortir pour les AirTags et qui va avoir une nouvelle interface adaptée justement pour la géolocalisation de vos objets. Ah oui, autre petite anecdote, donc vous aurez toute une batterie d'accessoires évidemment pour ces AirTags. Vous aurez également la possibilité de les customiser avec des gravures. Donc vous allez pouvoir à la fois utiliser des nombres, des lettres ou des emojis pour pouvoir les customiser. Les AirTags donc, sont en précommande à partir du 23 avril 2021 à 14 h. Je rappelle au niveau du prix, il coûte 35 € à l'unité et 119 € le lot de 4. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Tous les iPhones sont compatibles en effet pour le maillage, mais uniquement pour le guidage, ça sera l'iPhone 11 et 12. En fait, il faut que ce soit un iPhone qui soit équipé de la puce U1, qui va vous permettre du coup de vous guider jusqu'au dernier mètre, centimètre, pour trouver justement les AirTags. En autonomie, c'est 1 an avec une pile. Que de voir comment ça pourrait s'intégrer pour traquer un vélo de manière discrète. Ouais, je pense que tu peux avoir des accessoires hein, là-dessus. Peut-on l'utiliser pour traquer sa moto, sa voiture en cas de vol? Oui, il suffit de le mettre dedans, en fait. Polo 69 mailles, il n'y a rien qui t'empêche de le mettre dans le coffre, dans la boîte à gants, etc. Dans un endroit un peu discret pour pas qu'une personne l'enlève, pour pouvoir traquer au cas où tu te fais voler ta voiture. Pour moi, c'est la grosse annonce d'hier. Bah, Rawasuka, en fait, pourquoi on peut avoir l'impression que c'est la grosse annonce d'hier? Bah, tout simplement parce que c'est une nouvelle gamme de produits. Et ça fait quand même très longtemps, hein, la dernière gamme de produits qui avait été annoncée, c'est les AirPods finalement. Les AirPods et AirPods Pro. Donc là, c'est une nouvelle catégorie de produits qui fait son arrivée, un nouvel accessoire qui fait son arrivée pour l'iPhone. Il y en a qui proposent de cacher l'AirTag dans le tube de la selle pour le vélo. Je lis un peu vos commentaires. C'est tellement malin comme produit, j'en avais pas besoin et pourtant ça va m'être utile en vrai. Ouais.
Et d'ailleurs, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur la vidéo, de présentation de l'AirTag que moi j'ai trouvé qui était vraiment la meilleure vidéo, de la keynote, et qui montre encore une fois comment Apple va s'intéresser non pas à la performance, ou à la technicité, mais va s'intéresser à pourquoi l'utiliser. C'est quoi la valeur pour les utilisateurs d'utiliser l'AirTag? Et en gros, tout simplement, vous suivez un adulte, un homme, voilà, qui était sur le point de partir de chez lui et qui tout d'un coup se retourne et qui fait clé, clé, comme ça, genre où est-ce qu'elles sont, etc. Donc là, tout de suite, il a perdu ses clés, qui est donc un scénario assez classique, voilà, et donc qui va se mettre à chercher, qui va ouvrir son iPhone et qui va s'orienter, va aller vers le canapé et voit que ça lui indique que c'est dans les coussins du canapé, qui va plonger le bras et qui va être aspiré dans le canapé et essayer ensuite de se repérer parmi les coussins. Donc en gros, il rentre dans l'univers du canapé, il va croiser son chat, il va croiser des pièces, il va croiser des cacahuètes, enfin vraiment on retrouve le classique de ce qu'on peut retrouver dans vos dessous de canapé, et me dites pas que c'est pas vrai. Je vous connais là dans la chatroom, je sais que vous mangez des cacahuètes ou des biscuits apéritifs sur votre canapé et que ça se glisse entre les coussins et que vous n'aspirez pas quand vous faites le ménage entre les coussins. Bref, voilà, on retrouve donc tout l'univers merveilleux qui se passe dans votre canapé, et il va ensuite pouvoir s'orienter sur les derniers centimètres, justement avec la démonstration sur l'iPhone avec la puce U1, et trouver ses clés. Il y a un abonnement pour les AirTags? Non, quand même. Non, non, il n'y en a pas pour cette fois-ci. Petite question, quel est le prix du porte-clés? Écoute, de ce que j'ai vu, on trouve des porte-clés à 39 €. Et après, évidemment, tu as des versions beaucoup plus chères, dont les versions Hermès qui sont à plusieurs centaines d'euros, mais il y a des accessoires à 39 €. Bon, donc attention, je pense que dans les jours qui vont arriver, vous allez avoir la sortie de plein d'accessoires qui seront potentiellement encore plus accessibles. Donc peut-être, voilà, le temps que vous receviez vos AirTags, vous avez le temps de regarder un petit peu ce qui se fait en termes d'accessoires. Il y a, voilà, il y a Belkin par exemple qui commence à 13,95 €. Merci pour l'info sur Newt et Carina, Cardinal de Richelieu. Voilà en tout cas pour les AirTags. On enchaîne avec un autre produit qui a été annoncé, c'est la mise à jour de l'Apple TV. Alors, elle change pas de nom, elle change pas de design ou quoi que ce soit, c'est juste une nouvelle version de l'Apple TV 4K. Voilà, elle a un processeur, donc elle se donne un processeur plus puissant puisqu'elle troque donc le A10 X actuel pour la fameuse puce A12 Bionic, hein, qui est celle de la génération des iPhone XS pour ceux qui se rappellent. Voilà, vous allez pouvoir du coup bénéficier aussi du HDR avec un taux de rafraîchissement plus élevé, mais on n'a pas plus d'informations sur le taux de rafraîchissement exact. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que vous pourrez bénéficier du HDR sur l'Apple TV avec un taux de rafraîchissement plus élevé, donc une impression de plus de réactivité, de meilleure fluidité, etc. Mais ce qui change surtout sur la nouvelle Apple TV 4K, et moi qui m'intéresse, c'est la nouvelle télécommande. Alors, on se rappelle tous de cette Siri Remote qui est difficile à utiliser, qui était peut-être un peu trop avant-gardiste et qui est juste pas pratique, peut-être un peu trop légère, un peu trop petite, avec une zone de touch pas très très bien délimitée et pas des boutons super clairs pour les personnes qui sont pas très familières avec ça. Et donc du coup, on a une télécommande qui a été totalement repensée, plus ergonomique, plus agréable a priori à prendre en main et plus solide, elle est un peu plus épaisse. Donc elle est constituée d'aluminium recyclé, et donc vous avez un bouton dédié pour appeler Siri qui est déporté sur le côté comme sur l'iPhone. Donc là, on va rester un petit peu dans ce qui est connu, dans des patterns, dans des principes connus en tout cas de boutons chez Apple, on va dire ça comme ça. Vous avez une zone tactile qui a été refaite.
donc qui est circulaire avec des boutons en haut, en bas, gauche, droite, qui va vous gauche, droite, plutôt dans le bon sens, qui va vous permettre de naviguer de manière assez classique, mais ils sont également tactiles avec la zone du milieu pour naviguer comme vous le faites aujourd'hui avec l'Apple TV, et qui va pouvoir vous faire défiler facilement les lignes ou les listes, voilà, qui est quand même quelque chose d'assez répandu. Je vais vous la montrer quand même, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, elle est quand même radicalement différente de ce qu'on peut voir sur l'ancienne série Remote. Déjà, il y a un meilleur contraste entre les boutons et la télécommande en elle-même, avec cet aluminium et des boutons noirs, et cette zone tactile qui est clairement délimitée. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que je vous ai pas dit sur l'Apple TV? Je crois que je vous ai tout dit, hein, à peu près. Ah oui, si, la chose très intéressante avec l'Apple TV et que j'ai pas mentionné, c'est que vous allez avoir une manière facile de calibrer les couleurs, la balance des couleurs de votre écran. Et donc ça, c'est vraiment malin pour profiter au maximum de votre expérience télévisuelle. C'est de pouvoir le régler facilement. Alors ça se passe avec votre iPhone et vous allez pouvoir avoir un outil de calibration directement en mesurant avec votre iPhone les couleurs déjà présentes sur votre téléviseur et pouvoir synchroniser. Tout simplement. Donc le smartphone va servir ici de sonde pour ajuster les paramètres de votre Apple TV 4K et qui va faciliter vraiment cette calibration qui peut être, encore une fois, vraiment, c'est l'exemple d'une bonne intégration de l'écosystème Apple. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un espèce d'outil en plus à caler sur votre télé qui va ensuite essayer de vous faire utiliser l'interface toujours pas très optimale de l'Apple TV, mais des télés en général, hein, on est quand même plus à l'aise sur son iPhone, c'est un élément plus familier qu'on a plus à proximité de vous, hein, qu'on a dans sa poche, et donc de pouvoir calibrer depuis son iPhone, c'est particulièrement malin pour profiter au mieux de votre expérience de télé. Donc ça peut vraiment améliorer l'expérience en plus, hein. Dernière info, donc les précommandes seront disponibles à partir du 30 avril. Il y aura 2 versions qui seront proposées, une à 32 Go à 199 € et une seconde à 64 Go qui sera disponible à 219 €. Pour ceux qui se posent la question et qui en ont marre de la série Remote actuelle, vous pourrez acheter cette télécommande de manière séparée sans avoir à acheter l'Apple TV. Elle sera disponible à 69 €. 69 $ ou 69 €, je ne me souviens plus, a priori toute seule. Donc voilà, pour ceux qui veulent juste la télécommande, vous aurez la possibilité d'acheter juste la télécommande. La calibration, c'est un peu gadget, ça s'utilise qu'une fois. Oxo, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Enfin, je suis d'accord et pas tout à fait d'accord. Certes, ça s'utilise qu'une fois, mais ça peut améliorer drastiquement ton expérience si c'est pas fait. Ou si c'est fait, tout simplement. Donc encore une fois, voilà, la facilité de la mise en place d'un appareil peut vraiment changer ton rapport à l'expérience du produit. Parce qu'on le sait, hein, le moment du déballage et de l'installation de votre appareil, c'est là où vous pouvez avoir vraiment une expérience aussi très très importante. En tout cas, un souvenir important. Pour l'Apple TV, il va falloir que j'attende car je viens d'acheter la version 4K à cause de ma nouvelle TV OLED 4K. Et ben voilà, écoute Alexstar, pas de souci. Surtout qu'une sonde, c'est au moins 100 €, ouais. Est-ce que les anciennes Apple TV sont toujours disponibles ou vont baisser du coup? Alors ça, c'est une bonne question, Oxo92, je sais pas du tout. Si quelqu'un a l'information, n'hésitez pas à répondre. Macalga nous dit qu'il calibre son écran tous les mois. D'accord. Et pourquoi? Pourquoi tu as besoin de calibrer tous les mois? Ça m'intéresse. La nouvelle mise à jour 14.5 sort ce mois-ci. Oui, ça sort même cette semaine. La plupart des télés ont des réglages immondes, donc c'est indispensable. Oui, je suis assez convaincue, ouais. Par l'intérêt de ce calibrage assez facile. Après, voilà,
Bidibule nous dit pas assez d'évolution concernant l'Apple TV. Voilà, ça reste une petite amélioration, c'est-à-dire qu'on va améliorer les performances, on va avoir le HDR et ce taux de rafraîchissement qui augmente un petit peu, mais ça reste limité. Voilà. Donc voilà, rien de plus en tout cas pour l'Apple TV. Je vous propose d'enchaîner avec la prochaine annonce qui est l'annonce du nouvel iMac M1. Alors, comme son nom l'indique, qu'est-ce qui est vraiment le principal intérêt de ce nouvel iMac? C'est donc qu'il a été entièrement revu autour de sa consommation thermique, sa génération de chaleur, et ce qui lui permet d'être extrêmement silencieux, mais surtout d'utiliser évidemment la puce M1 qui a été déjà présentée en septembre dernier et qui donc du coup dans les MacBook Pro etc. et dont on bénéficie évidemment dans les iMac. Donc ils ont un design particulièrement séduisant. Alors est-ce que j'ai toutes les couleurs d'iMac dans l'article? Non. Je vais essayer de vous trouver ça rapidement. Parce que du coup, là, encore une fois, on a le choix. C'est un peu le mot d'ordre. Et d'ailleurs, ça c'est bien aligné avec leur visuel de présentation qui montrait toutes les couleurs. Voilà. Donc là, vous avez une bonne présentation des différentes couleurs disponibles pour les iMac. Alors là, vous ne le voyez pas très très bien. Parce que le rendu, là, avec la caméra n'est pas excellente, mais en gros, vous avez un bleu nuit, un bleu pétrole, un bleu océan, on va dire ça comme ça, un jaune, un orange, vous en avez peut-être d'autres, j'essaie de regarder, un rouge, voilà. Donc c'est plutôt, il y a une belle variété en tout cas de couleurs. Donc la spécificité, comme j'ai pu vous le montrer, c'est que les couleurs sont éclatantes et profondes au dos de l'iMac, donc vraiment sur le dos de l'écran le dos de la dalle de l'écran de votre iMac, donc c'est une couleur soutenue. Et puis tout ce qui est le support et la face avant de l'iMac, ce sera une couleur plus pastel, plus légère. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Est-ce que j'ai une photo? Voilà, je vais vous montrer ça. Donc voilà l'avant par exemple. Donc on est sur une couleur beaucoup plus pastel pour ce bleu-là. Et ce que vous pouvez noter, c'est qu'il y a une légère bordure grise tout autour de l'écran. Voilà, donc j'ai entendu pas mal de critiques sur justement cette bordure gris clair ou blanche, je pense que c'est gris clair, autour de l'écran en disant bah, c'est dommage qu'il y ait cette bordure, etc. En fait, en termes de designer, c'est obligatoire. Parce que sinon, d'avoir des couleurs qui sont à proximité de l'écran, ça altère votre perception de la couleur, des couleurs sur l'écran. Donc en fait, c'est essentiel. Et d'ailleurs, c'était déjà présent. Si on se rappelle la première génération des iMac, les G3, vous savez, avec cette coque plastique transparente et colorée, vous pouviez aussi voir que la bordure de l'écran, à cette époque-là, était un gris clair transparent et n'était pas coloré. C'était une des seules zones de cet iMac qui n'était pas colorée. Tout simplement parce qu'en effet, ça va altérer votre perception des couleurs. Quand vous mettez un rouge à côté d'une autre couleur, ça va donner une impression d'écrasement, etc. Donc ça va altérer cette perception. Donc là, encore une fois, pour profiter de cette surface éclatante d'écran et de couleurs, et ben, pour les garder avec un rendu le plus naturel possible, ils ont mis cette bordure-là. Alors, je ne sais pas si c'est la seule justification de pourquoi ils ont mis cette bordure-là, mais en tout cas, en tant que designer, pour moi, c'était évident, et heureusement qu'ils l'ont mis. Et j'ai envie de vous dire, j'aurais non seulement mis toute la bordure, mais j'aurais mis également toute la surface du bas. J'aurais gardé que le support de manière colorée. Donc typiquement, moi en tant que designer, je garderais la couleur la plus neutre si je devais acheter un iMac, c'est-à-dire le gris clair. Parce que je ne veux pas avoir de couleur trop soutenue à proximité d'un écran sur lequel je travaille. Voilà, donc je pense que j'aurai la même logique d'ailleurs pour une télé, je resterai sur des couleurs neutres, que ce soit noir, blanc ou gris, mais pas un cadre de télé coloré.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le fait pas en général. Donc voilà, en tout cas, ils sont assez séduisants. Moi, je vous avoue que je les trouve très très beaux. Mais voilà, alors est-ce que vous êtes emballé là par le nouvel iMac? Oui, ils étaient si beaux et la couleur à l'époque sur un ordi, c'était une révolution. Oui, tout à fait. Mais je trouve que ça reste encore une révolution, tu vois. En 2021, on peut le voir, hein, les réactions sur Internet et lors de la keynote, ça reste pas commun. Euh, Très bien vu Marion, un photographe pense pareil. Exactement Olek. Exactement pour toute personne qui travaille avec un degré d'attention spécifique sur la balance des couleurs, que ce soit designer, vidéaste, photographe, avec vraiment une attention vraiment portée à cette harmonie colorée, à cette balance des couleurs, de ne pas toucher à l'intégrité et à la perception des couleurs, c'est critique. Donc voilà, donc en effet pour tous les métiers, et j'ai envie de dire toutes les personnes qui ont cette attention-là, c'était très très important. Et même si vous travaillez pas dans le domaine, en fait, la perception va altérer, donc vous allez trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Ne serait-ce qu'une impression de vibrance entre, par exemple, mettons un rouge et voilà, imaginons que vous avez acheté un iMac rouge et que vous êtes en train de regarder un documentaire animalier qui se passe dans une plaine avec de l'herbe verte. Bah, autant vous dire que l'herbe verte à côté de votre iMac rouge, ça va jurer. Voilà, tout simplement parce que sur le spectre des couleurs, ce sont des couleurs opposées. Donc voilà, donc tous ces enjeux-là sont très importants pour vous permettre de profiter de l'expérience de couleurs au maximum sur cet écran. Le pied est horrible. Oh, je vous trouve quand même de mauvaise foi. Moi, je le trouve magnifique. Voilà. Là, je suis. Voilà, moi je vous donne mon avis personnel, je le trouve magnifique, je le veux si j'en avais une utilisation, mais malheureusement je n'en ai pas l'utilisation, donc je n'ai aucune justification pour en acheter un, mais je le trouve magnifique. Alors j'ai un petit peu vos commentaires. La bande blanche, pourquoi ont-ils fait ça? Bah, The Lin Wu, on vient d'en parler de manière assez longue, cette bande blanche qui est critique et très importante pour conserver l'intégrité des couleurs. Je trouve qu'un ordinateur fixe est beaucoup plus confortable qu'un laptop. Ad naito, en fait, ça dépend vraiment de ton usage. Le jaune ne va pas influencer la perception. Toute couleur va influencer. La finesse est assez impressionnante, hein. De mémoire, je crois que la finesse, c'est 11 mm pour l'écran. Donc l'écran, pour rappel, parce que je vous parle de couleur là, mais l'écran est une dalle de 24 pouces définie en 4,5K, qui embarque une nouvelle webcam, donc ça, bien vu, hein, en temps de télétravail, travail chez soi, etc. C'est important d'avoir une bonne qualité et d'optimiser un petit peu voilà, l'éclairage, le traitement de l'image, etc. Donc là, a priori, on a une nouvelle webcam 1080p, et qui, comme sur l'iPhone, elle est contrôlée donc par le processeur M1 qui permet d'ajuster en temps réel la colorimétrie du flux vidéo, qui promet du coup un rendu exceptionnel. Donc là, encore une fois, ça peut pousser à pas avoir l'air complètement blafard ou mauvaise mine, etc. quand on fait des appels vidéo et quand on travaille. Donc ça, c'est bien vu. Voilà. Et donc on a aussi elle est équipée d'un ensemble de 3 micros qu'Apple est défini comme les meilleurs jamais intégrés dans un Mac, donc potentiellement encore meilleurs que ceux du MacBook Pro 16 pouces, voilà, et qui ont été pensés d'ailleurs pour enregistrer des sons d'instruments de musique en qualité studio. Donc ça, c'est assez intéressant, hein. Je serais assez curieuse de voir ça et d'avoir l'avis d'un vrai musicien sur le sujet, mais c'est assez intéressant. Donc évidemment, les micros, c'est critique lorsqu'on travaille à distance et qu'on fait des conférences, et la vidéo, évidemment, aussi, c'est assez important.
Les seuls ajouts, ça reste la couleur et la caméra. Non, pas vraiment le binette. Il y a à la fois la couleur, la caméra, les micros. On a également la puce M1 qui va du coup optimiser complètement l'espace. Ils ont optimisé l'espace, donc ça va être très très silencieux, etc. Donc non, c'est quand même plutôt bien vu. Il va posséder 4 ports USB-C. Il y a un port magnétique qui est propriétaire donc pour l'alimentation. L'autre chose assez maligne sur cette iMac, c'est la prise Ethernet. La prise Ethernet, comme c'est un ordinateur fixe, où vous n'allez pas brancher, débrancher, ça ne fonctionne pas sur batterie, etc. Ils ont fait la prise Ethernet carrément sur le chargeur de votre iMac. Comme ça, vous n'avez pas de câble qui se trimballe sur votre support de bureau, tout simplement. C'est un câble qui va être du coup invisible, qui va être au niveau de la prise de votre iMac. Super malin. Je suis super fan de ce genre de détails, mais encore une fois, je suis biaisée. En tant que designer, évidemment, c'est le genre de détail qui montre cette attention à l'expérience et que le cauchemar du cable management, pour être sur le bureau de Jérôme, je vous dis, il y a une espèce de petite forêt de câbles et c'est dommage. Voilà. Donc moi j'apprécie ce genre de détails. L'iMac M1 24 pouces, donc avec 4 ports USB, va commencer à 1299 €, ce qui est pas forcément super abordable pour un ordinateur de famille. Mais bon, quand même, vu la qualité, etc., à voir. À voir un peu le succès. J'ai un petit peu du mal à voir qui va acheter cet iMac. Je pense soit des personnes qui bossent de chez eux, mais pas forcément des personnes qui recherchent des performances. Je dirais pas forcément les vidéastes, parce que je pense qu'en termes de performance, l'iMac M1 n'est pas forcément suffisant pour des vidéastes. Mais peut-être pour les autres types, en tout cas de professionnels, ça peut séduire. Également en entreprise, ça peut être quelque chose qui peut séduire, à voir, si on ne reste pas sur le modèle mobilité avec des ordinateurs portables. Laisse ma forêt de cap tranquille, c'est le charme du chaos. Jérôme qui s'offusque sur ma remarque. Apple ne semble pas gêné par la pénurie de composants bizarres. Écoute Hélène Sarr, en effet, c'est une bonne question. Je me posais un peu la même question. À voir hein, s'il y aura des ruptures de stock. Là, c'est un peu trop tôt pour juger, mais généralement, ça serait pas dans l'habitude d'Apple d'avoir peu de stock et de risquer une pénurie et de donner une mauvaise expérience. Donc, à voir. Et donc disponible à la mi-mai. Les précommandes commencent le 30 avril prochain. Voilà. Donc côté performance, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais a priori une amélioration de 85% par rapport au précédent iMac 21 pouces, qui n'était déjà pas un ordinateur très puissant, hein, et notamment sur des applications comme Xcode. Côté Photoshop ou des logiciels qui demandent de la puissance graphique, Apple a annoncé des performances améliorées de 50 à 100% selon les situations. Toujours par rapport au même iMac 21 pouces, à voir si ça suffira à séduire justement les professionnels de l'image. Voilà pour l'iMac. On passe donc aux dernières annonces, grosses annonces produits de la keynote hier. C'est évidemment l'annonce de l'iPad Pro 11 et l'iPad Pro 12,9 pouces. Voilà deux nouvelles machines qui viennent compléter la gamme d'iPad. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'arrivée de la puce M1 sur les iPads. Alors là, vous allez me dire, attends, là, on n'essaie pas de nous la faire à l'envers. Là. La puce M1, elle n'avait pas été conçue déjà à l'origine inspirée des puces sur l'iPad et sur les iPhones pour concevoir cette puce ultra performante, miniature sur les MacBook Pro déjà? Eh bien si, et en effet, mais elle avait été conçue et inspirée par les iPads et les iPhones, mais ce n'était pas la même puce que les iPads et les iPhones. Donc du coup, c'est tout à fait logique que du coup, après être arrivé sur les MacBooks, cette puce fasse son arrivée sur l'iPad pour, encore une fois, booster les performances. Donc le nouvel iPad Pro pourra embarquer jusqu'à 2
Tera de stockage, 16 Go de RAM, sera compatible 5G et aura un port USB compatible USB 4 et Thunderbolt, évidemment, qui va pouvoir du coup booster la rapidité des flux d'informations au niveau du Thunderbolt. Donc ça, c'est plutôt bien vu. L'appareil photo aura droit à une mise à jour avec une apparition d'un capteur ultra grand angle de 10 millions de pixels qui va accompagner déjà l'autre module photo et le lidar déjà présent. Et à l'avant, c'est un autre module photo ultra grand angle de 12 mégapixels avec un angle de champ 122 degrés qui sert pour la visio. Donc ça, c'est plutôt bien vu aussi. On sent que là, il pense vraiment aux nouveaux usages qui émergent. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc la puce M1 et d'autres améliorations techniques. On a en plus la technologie d'écran mini LED qui fait son arrivée uniquement sur l'iPad Pro 12,9 pouces. Attention, ça ne sera pas disponible sur l'iPad Pro de plus petite taille. Alors qu'est-ce que c'est cette technologie? Tout simplement, c'est une technologie qui a priori promet une meilleure luminosité et moins de défauts d'affichage a priori en LED, puisqu'on aura des LED qui seront microscopiques qui seront derrière l'écran et qui permettent de gérer du coup beaucoup plus finement les zones d'affichage de l'écran et de réduire la distance également entre les LED et la dalle et donc une plus grande finesse de l'appareil. Voilà, donc on n'aura pas moins de 10 000 LED qui seront logés derrière la dalle de l'iPad Pro, voilà, et qui permet donc d'atteindre un taux de contraste de 1 million pour 1. Le nouvel écran sera surnommé Liquid Retina XDR et promet 1600 nits de luminosité maximale. En termes de prix et de disponibilité sur cet iPad, on aura du coup une disponibilité pour le 30 avril. Alors, est-ce que c'est la disponibilité ou les précommandes? A priori, disponibilité. Est-ce qu'il y a des précommandes ce vendredi? Est-ce que vous pouvez me dire dans la chatroom? J'ai un doute là. Ils ne me le disent pas là dans l'article, mais n'hésitez pas à me le dire. Ouais, précommande aujourd'hui, d'accord. A priori, Lobinet me dit précommande aujourd'hui. Non, et après, pour une disponibilité, le 30. Ok, non, bah a priori, vous êtes tous en train de me dire que c'est une précommande le 30 avril. Pas sur le site français en ce moment, ok. Donc, a priori, ça serait le 30 pour l'iPad. Merci pour la correction dans la chatroom. Ok, donc précommande bien le 30 et ce sera livraison après le 15 mai, a priori. Mi-mai. Et donc, pour plus de détails sur les prix, on aura donc un iPad Pro 11 pouces qui démarre à 128 Go de stockage à 899 et qui ira jusqu'à 2 Tera à 2109 €. Pour l'iPad Pro 12,9 pouces, on aura un prix de départ pour 128 Go à 1219 € et jusqu'à 2 Tera à 2429 €. Donc clairement, là, on a un iPad Pro qui encore une fois, se positionne pour des professionnels. D'ailleurs, on a vu, c'était intéressant dans la vidéo de présentation, ils ont passé en revue plein de professionnels de la création sur l'iPad et du travail sur iPad qui ont témoigné sur l'utilisation de cet iPad Pro, de ce nouvel iPad Pro. Donc ça, c'était intéressant. Il y avait même une personne du studio qui a créé Divinity Original Sin avec son perroquet sur l'épaule. Voilà, donc autant vous dire que ça m'a rappelé Baldur's Gate et j'ai trop envie de jouer. Mais bon voilà, donc c'est intéressant encore une fois comment on va se servir de l'argument de personnes, de professionnels qui vont utiliser l'iPad pour justement montrer l'intérêt que ça peut avoir pour les professionnels. Autant vous dire que moi, je trouve que cet iPad n'a aucun intérêt pour des particuliers. Si vous n'avez pas un usage intensif professionnel, c'est hors de prix. Donc attention à ne pas essayer d'acheter le top du top juste pour acheter le top du top. Après, c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Mais encore une fois, c'est entre guillemets normal que ça soit aussi cher. Ça ne s'adresse pas à un grand public. Voilà. Mais je vous rappelle qu'il y a encore l'iPad qui a un prix d'entrée de gamme très, très attractif, quoi.
Ce qui est intéressant aussi, c'est, du coup, avec la puce M1, on peut se poser la question du rapprochement aussi entre les applications, hem, macOS et les applications iPadOS. Est-ce qu'il y aura une compatibilité dans le futur? A priori, pour l'instant, il n'y a rien de mentionné. Encore une fois, c'est quand même plus facile d'adapter et de rendre compatibles des applications touch pour pour des doigts qui sont quand même plus épais, etc., sur un Mac, surtout avec la puce M1 qui est compatible que de porter des applications Mac qui sont pas pensées, qui sont pensées au clic et donc avec des interfaces beaucoup plus petites sur une interface iPad OS adaptée au touch. Même si l'iPad peut être utilisé avec un clavier, etc., c'est quand même pas l'usage initial voilà, de l'ADN de l'iPad OS. Donc en effet, on n'est pas encore sur un complet, une complète fusion des deux environnements. Vous faites, Jérôme vous dit, vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais utilisez nos liens d'affiliation. Pas faux, pas faux. En effet. Est-ce qu'ils n'ont pas un intérêt économique à ne jamais fusionner les deux environnements? Lobinet, je pense qu'ils ont un intérêt économique à donner une expérience, la meilleure expérience qui soit. Voilà, en premier. Donc à voir. Je pense qu'ils vont d'abord être dans cet angle-là. Et puis du coup, après l'iPad, eh ben, on va quand même terminer avec les petits accessoires qui ont été annoncés, puisqu'ils ont présenté un nouvel iMac. Et donc du coup, on peut se poser la question de manière tout à fait logique, qu'en est-il des claviers et des souris et des touchpads, etc. Et ben voilà, on a donc des nouveaux accessoires qui arrivent. On va avoir donc qui ont été annoncés durant ce Spring Loaded Event et donc on a donc un nouveau clavier, le Magic Keyboard, qui va être disponible en différentes couleurs. Et oui, lui aussi. Donc je vais vous montrer un petit peu les différentes couleurs disponibles avec la Magic Mouse que vous aimez tant dans la chatroom, qu'on aime détester, on va dire ça comme ça. Donc vous aurez toutes ces couleurs qui vont être disponibles et donc qui seront également disponibles pour le clavier, le touchpad et compagnie. Et donc le Magic Keyboard sera disponible comme d'habitude avec le clavier numérique ou sans clavier numérique. Il sera disponible avec le Touch ID ou sans Touch ID. Alors moi, autant vous dire que si je peux changer mon clavier pour avoir le Touch ID, je le fais tout de suite. Parce que certes, j'ai un MacBook Pro, mais en fait, j'utilise sur un standing desk, pas sur un standing desk, sur un stand. Et donc, je ne suis pas directement sur mon iMac. J'ai mon iMac et mon écran, mon second écran. Et donc, j'ai généralement toujours un clavier à disposition. Et donc, de pouvoir utiliser le Touch ID directement sur mon Magic Keyboard, je trouve ça génial. Voilà, donc en effet, ils n'ont pas mis d'ailleurs de Face ID, j'en ai pas parlé sur les iMac. On s'en fout un peu. Non, je rigole. Je pense qu'il y en a qui sont déçus qu'il n'y ait pas de Face ID sur les iMac, surtout qu'on l'a sur l'iPhone, etc., qu'il y a de nombreux ordinateurs aujourd'hui qui l'ont qui l'intègrent avec justement la webcam. Là, on l'a pas. Ils ont fait le choix en tout cas de garder le Touch ID. Je pense que c'est un peu plus sécure, honnêtement, de gérer avec le Touch ID, surtout dans un open space où il pourrait détecter votre visage, etc., ou être tout le temps en train d'essayer de scanner les personnes qui passent, etc. Je pense que c'est plus intéressant le Touch ID, mais c'est mon avis personnel et je suis encore une fois assez biaisée entre le Face ID et Touch ID, puisque moi je déteste le Face ID et j'attends le jour où ils remettront un Touch ID sur l'iPhone. Je ne sais pas si ça arrivera, mais bon voilà. Donc après ma déclaration d'amour au Touch ID et au Magic Keyboard, il y a également évidemment, donc vous retrouverez le Touchpad, la Magic Mouse, qui malheureusement donc n'a pas vu de mise à jour substantielle à part des couleurs. Elle a toujours cette recharge où il faut la mettre ventre à l'air, comme un petit insecte, les pattes en l'air, bloqué. Donc c'est complètement stupide, encore une fois. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas changé. Mais bon, après, il faut prioriser. Hein. Il n'y a peut-être pas le temps de revoir tous les objets. Mais encore une fois, c'est pas forcément idéal. Voilà pour les accessoires. Et j'en profite pour dire, c'est la fin du coup de l'émission. Il est 9h16.
On profite de parler de notre sponsor que vous pouvez voir s'afficher à l'écran, ExpressVPN, que je ne vois pas là, mais voilà, il arrive, il arrive. Non? Voilà, parfait, synchronisation. Donc voilà notre sponsor ExpressVPN. Donc pour ceux qui s'interrogent et qui se demandent s'ils doivent utiliser un VPN ou pas, ou comment ça fonctionne, bah, vous pouvez tester 3 mois gratuits avec notre lien d'affiliation. Tous les détails sont partagés donc avec le message partagé dans la chatroom par Samuel ou dans la description de l'émission comme d'habitude. Et sur ce, je vous propose de passer au camp de fac pour débriefer de cet événement Apple. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Je vous ai un peu assommé avec toutes ces annonces. Il y avait quand même pas mal de choses à mentionner ce matin. J'étais, comme je vous le disais en introduction de cette émission, assez étonnée du nombre d'annonces qu'ils ont fait. Mais bon, voilà, c'était plutôt réjouissant. Moi, j'ai trouvé plutôt efficace cette annonce. Est-ce que Jérôme a eu des infos sur le retour de Touch ID sur iPhone au dernier barbecue avec Tim? Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, on n'a pas eu d'informations sur le retour du Touch ID, mais tu parlais de barbecue. Ce qui est intéressant, c'est le positionnement de cet événement. Cet événement donc s'appelait Spring Loaded. Il se passe donc au printemps et on sent, moi ça m'a un peu choqué d'ailleurs enfin choqué. Ça m'a marqué dans l'événement. Pratiquement pas toutes, mais beaucoup de discussions et de présentations se sont faites à l'extérieur d'une salle. Sur le campus Apple, donc parmi la verdure, etc. On a senti qu'Apple voulait marquer le coup avec le retour du printemps, des beaux jours, d'être en extérieur après des pays qui ont été et qui sont encore en confinement. Donc on a vraiment ce positionnement de prendre un bol d'air frais, de profiter de l'extérieur. Et c'est vrai que moi, l'introduction de Tim Cook à l'extérieur et cette navigation dans le campus, dans le jardin du campus, etc., bah, tout de suite, ça m'a fait du bien. Moi, parisienne, coincée dans mon petit appartement avec comme vue des bâtiments, etc. Alors bon, je râle un petit peu, on a une vue quand même sur un square, donc on a de la chance par rapport à d'autres Parisiens. Mais c'est vrai que tout de suite, j'ai senti une bouffée d'oxygène, ça m'a fait du bien, voilà. Je sais pas si vous l'avez senti et vous l'avez ressenti de cette manière-là, mais j'ai vraiment apprécié ce positionnement de faire des présentations à l'extérieur, que ce soit Tim Cook, les AirTags ont été présentés également à l'extérieur, voilà, donc sur le pas de la porte même, je dirais. Donc ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant de prendre en compte le contexte sociétal actuel avec cette crise sanitaire, le fait que les gens sont confinés, pour leur faire prendre une bouffée d'air frais, quoi. Pour rappel, d'ailleurs, j'en ai parlé en introduction, j'en profite pour le rappeler, on a donc fait un débrief juste après l'événement hier soir. C'était Guillaume, Jérôme en compagnie de Brandon pour débriefer des dernières annonces d'Apple. On a fait un petit récapitulatif pour ceux qui souhaitent en avoir une nouvelle couche et pouvoir voir un peu plus les visuels. On a fait un petit récap monté dans la nuit par les petites mains de Guillaume. Voilà, courageux. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo, elle est disponible sur la chaîne Nowtech. Il y a le positionnement par rapport à l'environnement aussi, c'est peut-être aussi que c'est tourné, pour ça que c'est aussi tourné en extérieur. Alex, je suis pas sûre, j'ai pas eu de mémoire, je me rappelle pas qu'ils aient beaucoup mentionné l'environnement là sur leur dernière keynote. J'ai peut-être raté parce que j'avoue que des fois je regardais d'un œil. Alors je lis vos commentaires. Il est tellement magnifique le siège Apple, je rêverais de pouvoir y bosser. Ah ouais, c'est sûr qu'ils ils l'ont bien vu, ouais. Ils sont très forts en communication, ouais. Alors la mise à jour 14.5 a priori va arriver cette semaine.
Donc elle arrive très 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 bientôt. Donc elle va arriver tout simplement pour justement avoir une compatibilité avec les AirTags qui vont sortir et également pour mettre en place le nouveau système de demande pour les publicités contre lesquelles Facebook s'était grandement plaint. Donc là, ça va bientôt arriver. A priori cette semaine, hein. Moi c'est ce que j'ai vu là dans les articles ce matin. Apple a dit qu'ils essaieraient d'être carbon neutral. Ouais. Mais je pense qu'ils ont pas, enfin, de mémoire, ils n'ont pas fait un grand laïus sur l'environnement comme ils ont pu le faire à d'autres événements en septembre dernier, il me semble. D'accord, ils en ont parlé un peu en début, ouais. D'accord, la télécommande est notamment en aluminium recyclé, ouais. Intéressant en effet. D'accord, ils ont parlé environnement à chaque matériel en précisant les matériaux utilisés, recyclage, fin des produits dangereux et l'usage des terres rares. D'accord. Merci Didier pour l'info. Bah tu vois, je suis un peu passée à côté. Est-ce que c'est avec la mise à jour 14.5 qu'on pourra déverrouiller l'iPhone avec la Watch? Oui, Brazen, a priori oui. Tout à fait. J'aime beaucoup la nouvelle télécommande de l'Apple TV, j'ai horreur de l'ancienne, que j'utilise tout le temps. Bah oui, on est obligé de toute façon de l'utiliser, hein, même si on l'aime pas, hein. Et du coup, Loujounest, toi qui as justement... Non, c'est pas Loujounest. Si. Attends, non. Non, c'était Canard à trois pattes, pardon. Canard à trois pattes qui nous disait donc que t'aimes beaucoup la nouvelle télécommande. Est-ce que tu penses changer carrément d'Apple TV ou est-ce que tu vas juste acheter la télécommande en séparé? Ça m'intéresse. Parce que je trouve en effet, il y avait quelqu'un qui disait dans la chatroom qu'il n'y a pas énormément de nouveautés avec cette Apple TV 4K. Est-ce que ça vaut le coup si on a déjà une Apple TV de 4K de la mettre à jour? À voir. Mais du coup, on peut être tenté avec cette télécommande. Mais le truc, c'est que la télécommande est assez chère. Donc finalement, la différence de prix entre prendre toute la Apple TV ou juste la télécommande, ça vaut peut-être le coup d'en changer. J'en sais rien. C'est pour ça que je vous pose la question. Alors, je lis un peu. On a déjà des accessoires Moment pour AirTag en plus des Belkin. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a plein de marques là qui se sont déjà lancées sur les accessoires. Donc vous n'allez pas avoir à attendre longtemps, hein. D'accord, Samuel va juste changer la télécommande, ouais. Ah, intéressant. Perso, je passe pour l'Apple Watch pour mon Apple TV, puis la télécommande. Moi, j'ai bien aimé la bande-annonce de Ted Lasso pour la saison 2. Ouais, saison 2 de Ted Lasso qui arrive le 13 juillet. Petit clin d'œil rigolo de Tim Cook qui nous dit qu'il est fan de la série. Série produite exclusivement hein, pour Apple TV+, et qui est parfaitement dans l'alignement, dans la ligne éditoriale, j'ai envie de dire, d'Apple TV+, puisque c'est une série qui est largement sur la bienveillance sans être très niaise. Donc oui, en effet, c'est assez logique. Moi, je comptais commander la 4K du coup, mais je vais commander la nouvelle car la télécommande est bien mieux. Bah voilà, tu vois, comme quoi, ça tombe bien vu que tu comptais justement directement la commander. Alors, canard à trois pattes, à voir au niveau du prix de la télécommande seule, sinon je vends l'ancienne Apple TV sur le bon coin et j'achète la nouvelle. Oui, comme ça, tu récupères un peu d'argent, ouais. Mais c'est vrai que ça n'apporte pas grand-chose, mis à part la télécommande, ouais. Ouais, le prix de la télécommande, c'est 65 euros, ouais, a priori. Bref, en tout cas, moi, ce qui m'a le plus emballé, c'est l'AirTag. Parce que l'iMac, j'ai beau l'aimer beaucoup, je vais pas avoir d'usage. Je travaille trop en mobilité pour me prendre un iMac et j'ai déjà mon MacBook Pro personnel et mon MacBook Pro du boulot. L'iPad Pro, j'en ai pas l'usage, mais encore une fois, moi, c'est très personnel. J'ai un usage très second écran d'iPad, enfin écran de divertissement de l'iPad et je
travaille pas du tout avec, et j'en ai changé récemment, puisque j'ai pris le dernier iPad qui a été annoncé en fin d'année 2020. Et puis l'Apple TV 4K, bon, on en a déjà une. La télécommande ne me gêne pas tant que ça, moi, personnellement. Donc, à voir. Donc, mais par contre, c'est vrai que les AirTags, je suis assez intéressée. Ne serait-ce que juste pour les clés, juste pour l'avoir en porte-clés, en fait. Pour facilement attraper les clés. Je trouve ça intéressant. Ah bah, il y a Vincent qui nous dit qu'il adore l'ancienne télécommande, comme quoi. Oui, alors on nous dit ils auraient dû mettre un AirTag dans la télécommande, au moins elle serait chargée avec la prise, elle se serait chargée avec la prise Lightning, et en tout cas on aurait pu la retrouver. Ouais, c'est vrai qu'on pourra pas retrouver ouais, la télécommande. La taille de mon iPad, j'ai la taille normale, j'ai pas le grand, j'ai le, je sais plus si c'est 10,9 pouces ou 11 pouces, ouais, à peu près. J'ai la taille standard, ouais. J'aime bien, je trouve que c'est une bonne taille. Moi, j'ai un iPad mini, un iPad mini. J'ai un iPhone 12 mini en plus. Donc, je pense que la différence de taille fonctionne bien pour moi. Donc voilà. Eh bien écoutez, il est 9h27. Je pense que je vais vous souhaiter une excellente journée hein, sur ce. Je pense qu'on a mangé assez d'Apple ce matin. Si vous en revoulez encore une fois, vous avez la vidéo qui est justement sortie ce matin. En plus, pour rappel, vous pourrez retrouver ce midi à 12h30 le Shop Nowtech en compagnie de Jérôme et Guillaume. Et demain, vous pourrez retrouver Guillaume sur le mug à 8h comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt. Bye bye. Oubliez pas le shop à 12h30.